Dans les profondeurs labyrinthiques de la Bibliothèque nationale de Paris, bien au-dessous des salles de lecture où murmuraient les étudiants, s'étendait un dédale de corridors oubliés. Ces passages souterrains, creusés dans la pierre calcaire parisienne au fil des siècles, abritaient les archives les plus anciennes et les plus mystérieuses de France. C'est là, dans une alcôve poussiéreuse éclairée par une seule ampoule vacillante, qu'Amélie Dubois fit la découverte qui allait bouleverser sa vie à jamais. Amélie, âgée de 28 ans, était une archéologue passionnée dont les cheveux châtains captaient la lumière dorée et dont les yeux verts brillaient d'une curiosité insatiable. Diplômée de la Sorbonne avec les plus hauts honneurs, elle avait consacré sa vie à décrypter les mystères du passé. Orpheline depuis l'âge de 15 ans, elle avait trouvé dans l'histoire ancienne une famille de substitution, se perdant des heures entières dans les récits de civilisations disparues. Ce matin-là, alors qu'octobre teintait Paris de couleurs automnales, elle était descendue dans les archives pour rechercher des manuscrits médiévaux mentionnant d'étranges phénomènes lumineux. Son directeur de thèse, le professeur Martineau, lui avait confié une mission particulière, étudier les témoignages historiques d'apparitions inexpliquées qui semblaient se répéter à travers les siècles. C'est en fouillant dans une caisse étiquetée « Manuscrits non classés, 16e siècle » qu'elle sentit ses doigts effleurer quelque chose d'inhabituel. Le livre qu'elle sortit de la caisse défait toute logique. Ces pages, d'un parchemin étrangement luminescent, semblaient pulser d'une énergie propre, comme si une vie mystérieuse les animait de l'intérieur. La couverture, ornée de symboles entrelacés qui rappelaient à la fois l'alchimie et l'astronomie, était faite d'un matériau que ni le cuir, ni le tissu ne pouvaient expliquer. Les caractères à l'intérieur, gravés dans une encre qui scintillait comme de l'argent liquide sous la lumière artificielle, racontaient l'histoire des échos, des fragments de réalité parallèles qui s'infiltraient parfois dans notre monde comme des gouttes de rêve dans un océan de réalité. Chaque page révélait des illustrations époustouflantes, des paysages impossibles où la physique semblait obéir à d'autres lois, des créatures d'une beauté surnaturelle et des phénomènes cosmiques qui faisaient danser les étoiles comme des lucioles. Amélie, malgré sa formation scientifique rigoureuse, se sentit immédiatement attirée par ce mystère. Rêveuse dans l'âme depuis l'enfance, elle avait toujours cru qu'il existait quelque chose au-delà du monde visible, quelque chose de magique qui échappait aux instruments de mesure et aux théories rationnelles. Ce manuscrit semblait répondre à tous les questionnements secrets qu'elle portait en elle depuis des années. Incapable de résister à la tentation qui montait en elle comme une fièvre douce, elle prit une profonde inspiration et prononça à voix haute la formule inscrite en lettres d'or sur la première page, ces mots qui semblaient l'appeler depuis des siècles. Où les mondes se touchent, où les âmes se cherchent, que la porte s'ouvre vers l'infini des possibles. Aussitôt, l'air autour d'elle commença à vibrer d'une énergie électrique, et elle comprit qu'elle venait de franchir un point de non-retour qui changerait sa vie à jamais. L'air autour d'Amélie se mit soudain à trembler avec une intensité croissante, comme si la réalité elle-même vacillait sous l'effet d'une force invisible. Les murs de pierre de l'alcôve semblèrent perdre leur solidité, devenant translucides puis transparents, révélant un vide cosmique parsemé d'étoiles inconnues. Une fissure lumineuse apparut devant elle, d'abord fine comme un cheveu d'ange, puis s'élargissant progressivement jusqu'à former un portail circulaire d'environ 2 mètres de diamètre. De cette ouverture interdimensionnelle émanait une douce mélodie cristalline, un chant qui semblait mélanger les voix de 1000 chœurs célestes, avec le murmure du vent dans les feuilles d'arbres millénaires. La lumière qui s'en dégageait n'était pas aveuglante, mais caressante, d'un blanc nacré teinté de nuances iridescentes qui changeaient selon l'angle du regard. De l'autre côté du portail, Amélie entreaperçut un monde d'une beauté à couper le souffle, des cités flottantes aux architectures impossibles, reliées par des ponts de lumière pure qui s'étendaient à travers un ciel couleur améthyste.
Des créatures ailées aux plumes iridescentes voltigeaient entre ces structures aériennes, leurs chants harmonieux se mêlant à la mélodie du portail. Au loin, une forêt s'étendait à perte de vue, ces arbres semblant être faits de cristal vivant qui captaient et reflétaient la lumière en milliers de prismes colorés. Soudain, une silhouette gracieuse émergea du portail, marchant sur la lumière comme sur un tapis de soie. Amélie sentit son cœur s'arrêter un instant devant cette vision d'une beauté saisissante. Lysander, car tel était son nom, était un être d'une perfection qui dépassait l'entendement humain. Grand et élancé, il se mouvait avec une grâce féline qui trahissait une force immense contenue. Sa peau avait la pâleur nacrée de la lune, et ses yeux d'un bleu profond contenaient la sagesse de 1000 mondes, ainsi que la mélancolie de celui qui a vu naître et mourir des civilisations entières. Sa chevelure d'argent liquide brillait comme les étoiles, et semblait flotter autour de son visage, même en l'absence de vent. Il portait des vêtements qui semblaient tissés de lumière solidifiée, d'un blanc immaculé rehaussé de broderies argentées qui évoquaient des constellations en mouvement. Une cape translucide flottait derrière lui, et à sa ceinture pendait un cristal multicolore qui pulsait doucement au rythme d'un cœur cosmique. Mais c'était son sourire qui bouleversa Amélie plus que tout le reste. Un sourire d'une tendresse infinie, teinté d'une mélancolie qui parlait de solitude séculaire et d'espoir longtemps contenu. Quand leurs regards se croisèrent, elle eut l'impression que le temps s'arrêtait, que l'univers tout entier retenait son souffle pour assister à cette rencontre prédestinée. « Amélie Dubois », murmura-t-il d'une voix qui résonnait comme un chant céleste, et son nom sur ses lèvres sonnait comme la plus belle des caresses, comme si chaque syllabe avait été façonnée avec amour. « Enfin, tu as trouvé le chemin jusqu'à moi. » Il s'avança vers elle avec une lenteur délibérée, comme s'il savourait chaque instant de cette rencontre tant attendue. Quand il fut assez proche pour qu'elle puisse sentir son parfum, un mélange enivrant de fleurs de lune et d'ozone après l'orage, il tendit une main aux doigts longs et gracieux. « Je suis Lysander, gardien des échos et protecteur des passages entre les mondes, » dit-il, sa voix chargée d'une émotion contenue. « Mais surtout, je suis celui qui t'attend depuis si longtemps que j'avais fini par croire que ce moment n'arriverait jamais. » Dans ses yeux d'azur, Amélie vit une reconnaissance troublante, comme s'ils s'étaient déjà connus dans une autre vie, dans un autre monde, dans un autre temps. Elle sentit au fond de son âme une résonance mystérieuse, comme si une partie d'elle-même qu'elle ne connaissait pas venait soudain de se réveiller. « Notre multivers est en danger », poursuivit Lysander, son expression devenant plus grave. Une force ancienne et malveillante, le dévoreur de réalité, s'éveille après des millénaires de sommeil. Seule une âme pure de ton monde, une âme capable d'aimer au-delà des frontières du possible, peut nous aider à le vaincre. Il marqua une pause, et son regard se fit plus intense, plus intime. « Mais je dois t'avouer quelque chose, Amélie. Ce n'est pas seulement le destin qui t'a mené jusqu'à ce manuscrit, c'est aussi mon cœur qui t'a appelé à travers les dimensions. Car depuis que j'existe, depuis que je garde les passages entre les mondes, ton visage hante mes rêves et ton nom résonne dans chaque battement de mon cœur immortel. » Leur première destination fut Aquatica, le monde océanique où la vie avait évolué selon des lois complètement différentes de celles de la Terre. Quand ils franchirent le portail aquatique, Amélie se retrouva instantanément immergée dans des eaux cristallines d'un bleu si pur qu'il semblait liquéfier le ciel lui-même. Prise de panique à l'idée de se noyer, elle eut la surprise de découvrir qu'elle pouvait respirer naturellement sous l'eau, ses poumons s'adaptant miraculeusement à ce nouvel environnement. Lysander nagea vers elle avec la grâce d'un dauphin, ses cheveux argentés flottant autour de son visage comme une auréole liquide. Il prit ses mains dans les siennes, et ce contact provoqua chez Amélie une décharge électrique qui traversa tout son être, réveillant des sensations qu'elle ne soupçonnait pas posséder. « Dans ce monde !» chuchota-t-il tandis qu'ils évoluaient ensemble dans un ballet sous-marin d'une poésie infinie.
Les habitants croient que les âmes sœurs sont liées par des fils invisibles qui traversent toutes les dimensions, des fils tissés par les dieux eux-mêmes au moment de la création. Ensemble, ils explorèrent les merveilles d'Aquatica. Ils visitèrent des cités de corail aux architectures organiques, où des êtres aux branchies nacrées et aux nageoires translucides les accueillirent comme des héros de légende. Ces créatures aquatiques, dont les corps combinaient harmonieusement les formes humaines et marines, leur offrirent l'hospitalité dans des palais sculptés, dans des perles géantes. Le soir venu, car même sous l'eau, le cycle jour-nuit existait grâce à des algues bioluminescentes, Lysander guida Amélie vers un jardin sous-marin où poussaient des anémones de mer aux couleurs impossibles. Là, entouré par la danse hypnotique des méduses phosphorescentes, il lui raconta l'histoire de ce monde où l'amour se mesurait non pas en mots, mais en harmonie sonore. « Écoute !» lui dit-il en posant doucement sa main sur le cœur d'Amélie. Aussitôt, elle entendit une mélodie cristalline qui émanait de sa propre poitrine, un chant unique et personnel qu'elle n'avait jamais soupçonné porter en elle. Chaque être possède sa propre musique intérieure, expliqua Lysander, ses yeux brillants d'une tendresse infinie. Et quand deux âmes sont destinées l'une à l'autre, il posa sa main sur son propre cœur, et une mélodie similaire mais différente résonna dans l'eau. Puis, miracle des miracles, les deux chants se mêlèrent et s'harmonisèrent, créant une symphonie d'une beauté si pure que tous les habitants aquatiques des alentours s'arrêtèrent pour l'écouter dans un silence religieux. « Nos cœurs chantent en harmonie parfaite », murmura Lysander, se rapprochant d'Amélie jusqu'à ce que leurs fronts se touchent. « Dans tous les mondes que nous traverserons, dans toutes les dimensions où nous voyagerons, cette harmonie ne nous quittera jamais. » Leur passage vers Mécanis, le monde steampunk, se fit dans un tourbillon de lumière multicolore. Ils atterrirent dans une métropole titanesque où la vapeur s'élevait de 1000 cheminées, où les engrenages géants rythmaient la vie de la cité, et où des créatures, mi-mécaniques, mi-organiques, vaquaient à leurs occupations avec une précision d'horlogerie. L'architecture de Mécanis était un mélange époustouflant de révolution industrielle et de fantaisie pure. Des tours de cuivre et de bronze s'élançaient vers un ciel strié de dirigeables, tandis que des passerelles de métal ouvragé reliaient des quartiers entiers suspendus dans les airs. Des automates aux formes humanoïdes déambulaient dans les rues pavées de rouages, leurs yeux de cristal rouge scintillant d'une intelligence artificielle bienveillante. Pour obtenir le premier fragment d'espoir caché dans ce monde, Amélie et Lysander durent réparer un automate gardien de la grande bibliothèque mécanique, une créature de métal précieux dont le mécanisme cardiaque s'était déréglé au fil des siècles. Travailler côte à côte sur cette tâche délicate révéla à Amélie une facette insoupçonnée de son compagnon céleste. Lysander, malgré sa nature éthérée, possédait une compréhension intuitive de la mécanique qui frôlait le génie. Ses mains, si douces quand elles caressaient le visage d'Amélie, maniaient les outils les plus délicats avec une précision chirurgicale. Quand leurs doigts se frôlaient sur les rouages complexes, quand ils se penchaient ensemble sur le mécanisme en panne, Amélie sentait sa respiration s'accélérer et son cœur battre la chamade. « Tu as des mains d'artiste », lui dit-elle tandis qu'il ajustait un ressort microscopique avec une dextérité fascinante. « Et toi, répondit-il, en levant vers elle des yeux pétillants de malice tendre, tu as l'âme d'une inventrice. Regarde comme tu comprends instinctivement le fonctionnement de chaque pièce. » Ensemble, ils passèrent des heures à restaurer le cœur mécanique de l'automate, et quand enfin la créature ouvrit ses yeux de saphir et se redressa avec un sourire reconnaissant, Lysander offrit à Amélie le plus beau des cadeaux, une rose mécanique qu'il avait façonnée en secret pendant qu'elle se concentrait sur les réparations. Cette rose d'or et d'argent était un chef-d'œuvre de miniaturisation. Ses pétales s'ouvraient et se refermaient selon un mécanisme si fin qu'il était invisible à l'œil nu, et elle émettait un parfum délicat qui rappelait les jardins de son enfance.
Mais le plus extraordinaire était qu'elle s'épanouissait ou se refermait au rythme exact du cœur d'Amélie, comme si Lysander avait réussi à capturer l'essence même de ses émotions dans ce bijou mécanique. Même dans un monde de métal et d'engrenages, lui dit-il en glissant tendrement la fleur dans ses cheveux châtains, la beauté trouve toujours son chemin vers ceux qui savent la reconnaître. Et toi, ma chère Amélie, tu es la plus belle rose de tous les jardins de tous les mondes. À Sylvanis, la forêt éternelle, ils découvrirent un royaume où le temps n'avait pas de prise et où la sagesse des arbres millénaires imprégnait chaque parcelle d'air. Les arbres de ce monde dépassaient en magnificence tout ce qu'Amélie avait pu imaginer. Leurs troncs, larges comme des cathédrales, s'élevaient si haut que leurs couronnes se perdaient dans les nuages. Leurs feuilles, d'un vert si profond qu'il en devenait presque noir, murmuraient constamment des secrets anciens, portés par une brise perpétuelle. Les habitants de Sylvanis étaient des êtres sylvestres d'une beauté éthérée, des elfes aux oreilles pointues et aux yeux couleur de mousse, des dryades dont la peau avait la texture de l'écorce et les cheveux la couleur des feuilles d'automne, des centaures majestueux dont les sabots ne faisaient aucun bruit sur le tapis de mousse millénaire. C'est là, sous la voûte protectrice d'un chêne qui avait vu naître et mourir des civilisations entières, qu'Amélie et Lysander s'accordèrent leur première vraie conversation intime. L'arbre ancestral, sensible à leur amour naissant, les enveloppa de ses branches comme d'une alcôve naturelle et leur chanta l'histoire des grands amours qui avaient marqué l'histoire du multivers. Chaque grand amour, murmurait l'arbre d'une voix qui ressemblait au souffle du vent dans les feuilles, laisse une trace dans la mémoire éternelle de la création. Et le vôtre, jeunes âmes, brille déjà d'une lumière si pure qu'elle traverse toutes les dimensions. Blottie contre l'épaule de Lysander, respirant son parfum enivrant de fleurs nocturnes et d'ozone, Amélie osa enfin poser la question qui lui brûlait les lèvres depuis leur rencontre. « Lysander, dis-moi la vérité. Depuis combien de temps m'attends-tu vraiment ?» Il caressa doucement ses cheveux et sa voix se fit plus grave, chargée d'une émotion contenue depuis des siècles. « Depuis la nuit des temps, Amélie. Les gardiens des échos ne sont pas censés rêver, mais moi, chaque nuit depuis ma création, je vois ton visage dans mes songes. J'ai traversé 1000 dimensions à ta recherche. J'ai consulté les oracles de 100 mondes différents, espérant un jour comprendre pourquoi ton image hantait mes pensées immortelles. » Il se tourna vers elle, et dans ses yeux d'azur, elle lut une vulnérabilité touchante. « Quand j'ai découvert que tu existais vraiment, dans une dimension parallèle à la mienne, j'ai tout fait pour attirer ton attention. C'est moi qui ai guidé tes pas vers ce manuscrit, moi qui ai murmuré ton nom dans tes rêves, moi qui ai placé cette soif d'extraordinaire dans ton cœur. Tu as manipulé le destin ?» demanda Amélie, plus fascinée qu'offensée. « J'ai simplement révélé ce qui était déjà écrit dans les étoiles, » répondit-il en prenant son visage entre ses mains. Notre amour était inscrit dans la destinée du multivers bien avant que nos âmes ne prennent forme. Je n'ai fait que précipiter les choses. Il marqua une pause, et sa voix se fit plus fragile. Les gardiens des échos ne sont pas censés tomber amoureux, Amélie. Nous sommes créés pour être les protecteurs impartiaux de l'équilibre multidimensionnel. Mais toi, tu as brisé toutes les règles de mon cœur, tu as réveillé en moi des sentiments que je croyais impossibles à ressentir. » Amélie sentit son cœur se gonfler d'une émotion si intense qu'elle craignit un instant qu'il n'éclate. Sans réfléchir, elle posa ses lèvres sur celles de Lysander dans un baiser qui scella leur destin pour l'éternité. Ce fut comme si l'univers entier explosait en feu d'artifice. Tous les arbres de Sylvanis se mirent à briller d'une lumière dorée, les créatures sylvestres entonnèrent un chant de joie cosmique, et dans le ciel, les étoiles dessinèrent de nouvelles constellations en forme de cœur. Dans Crystalis, le royaume minéral où chaque pierre précieuse renfermait une émotion pure, Amélie et Lysander découvrirent ensemble des merveilles qui dépassaient l'imagination. Ce monde était une symphonie de cristaux de toute taille et de toute couleur.
Des cathédrales d'améthyste pourpre côtoyaient des jardins de quartz rose, tandis que des cascades de diamants liquides dévalaient des montagnes d'émeraude. Les habitants de Crystalis étaient des êtres translucides, dont les corps semblaient sculptés dans le cristal vivant. Leur peau réfléchissait la lumière en prismes multicolores, et leurs yeux, taillés comme des gemmes parfaites, exprimaient des émotions d'une pureté si intense qu'elle en devenait presque douloureuse à contempler. C'est au cœur de ce monde minéral, dans le temple du cristal suprême, qu'ils découvrirent le cristal de l'amour éternel. Cette gemme extraordinaire, de la taille d'un être humain et d'une transparence absolue, contenait en son centre une flamme dorée qui dansait éternellement. Mais quand Amélie et Lysander s'approchèrent main dans la main, le cristal révéla une vision qui les bouleversa. Dans ses profondeurs apparurent des images de leur amour à travers les âges. Ils se virent s'aimer dans une Égypte antique où ils étaient prêtres et prêtresses du temple d'Isis, se retrouver dans une Renaissance italienne où ils étaient artistes et muses, se chercher dans un Japon féodal où ils étaient samouraïs et geishas. Vie après vie, dimension après dimension, leurs âmes s'étaient trouvées et perdues, aimées et séparées, dans une danse cosmique qui durait depuis l'aube des temps. Mais le cristal révéla aussi une vérité douloureuse. Leur amour était si puissant, si pur, qu'il créait des perturbations dans la fabrique même de la réalité. Chaque fois qu'ils s'aimaient pleinement dans une dimension, leur passion génère des ondes d'énergie qui fragilisaient les barrières entre les mondes. Notre amour, réalisa Lysander avec horreur, est à la fois la plus belle et la plus dangereuse des forces du multivers. Le gardien de Crystalis, un être ancien dont le corps était fait d'un cristal si pur qu'il en était presque invisible, leur expliqua la terrible vérité. Lysander des Échos, ton amour pour cette mortelle viole les lois fondamentales qui régissent l'équilibre multidimensionnel. Plus ton cœur s'attache à elle, plus tu perds tes pouvoirs de gardien. Et sans ces pouvoirs, le multivers s'effondrera, acheva Lysander, son visage devenant d'une pâleur mortelle. Amélie sentit son monde s'écrouler. L'homme qu'elle aimait plus que sa propre vie devait choisir entre elle et la sauvegarde de tous les mondes existants. Il doit y avoir une solution, plaida-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Il doit exister un moyen. Il en existe un, répondit le gardien de Crystalis d'une voix grave, mais il exige le plus grand des sacrifices. Dans Éthéris, le domaine céleste des êtres de lumière pure, ils furent convoqués devant le Conseil suprême des gardiens. Cette assemblée réunissait les protecteurs les plus anciens et les plus puissants du multivers, des entités de lumière dont l'éclat était si intense qu'Amélie ne pouvait les regarder directement, sans risquer d'être aveuglée. Le conseil siégeait dans un palais fait de lumière solidifiée, où les murs, le sol et le plafond étaient constitués d'aurores boréales cristallisées. L'air lui-même vibrait d'harmonie céleste, qui semblait émaner de la création elle-même. Lysander des Échos, tonna la voix du grand gardien, tu as violé le premier commandement en t'attachant à une mortelle. Ton amour met en péril l'équilibre de toutes les réalités. Les autres gardiens hochèrent leurs têtes lumineuses en signe d'approbation, et Amélie se sentit soudain très petite et très humaine face à ces êtres cosmiques. « Nous t'offrons une dernière chance, » poursuivit le grand gardien. « Renonce à cet amour, efface tous tes souvenirs de cette mortelle et reprends ta place parmi nous. Refuse, tu seras déchu de ton rang et banni dans les limbes éternelles. » Lysander se dressa de toute sa hauteur, ses yeux brillants d'une détermination farouche. « Je refuse !» déclara-t-il d'une voix qui résonna comme un défi lancé aux étoiles. « Mon amour pour Amélie est plus fort que ma peur de votre châtiment. Je préfère être banni avec elle que régner sans elle. » Amélie sentit son cœur se briser et se réparer simultanément. L'amour de Lysander était si pur, si absolu, qu'il était prêt à sacrifier son immortalité pour elle. Mais c'est alors que se produisit un miracle. Leur amour, défiant tous les interdits, généra une onde d'énergie si puissante
qu'elle transforma temporairement le domaine céleste. Des aurores boréales spontanées dansèrent à travers le palais. Les harmonies célestes se muèrent en symphonie d'amour, et même les gardiens les plus rigides sentirent leur cœur de lumière battre différemment. « Extraordinaire !» murmura le grand gardien, et pour la première fois depuis des éternités, sa voix trahit de l'émotion. « Votre amour, il ne détruit pas l'harmonie multidimensionnelle, il la transcende. » À Temporis, le monde où le temps s'écoulait selon des lois différentes, Amélie et Lysander vécurent l'expérience la plus bouleversante de leur périple. Dans cette dimension où les minutes pouvaient durer des années et où les siècles passaient en quelques secondes, ils furent libres d'explorer leur amour sans les contraintes de la temporalité linéaire. Le paysage de Temporis était un kaléidoscope en perpétuel mouvement. Des horloges géantes flottaient dans un ciel où le jour et la nuit alternaient selon des rythmes chaotiques. Des rivières coulaient à l'envers et remontaient vers leur source, tandis que des fleurs naissaient, s'épanouissaient et fanaient en boucle infinie. Les habitants de ce monde étrange étaient des chronarchiers, des êtres qui maîtrisaient le temps, comme d'autres maîtrisent l'art ou la musique. Ils offrirent à Amélie et Lysander un cadeau inestimable, une bulle temporelle où ils pourraient vivre l'équivalent d'une vie entière en quelques heures du temps normal. Dans cette bulle, ils connurent tous les bonheurs d'un couple éternel. Ils se marièrent dans une cérémonie temporelle où les alliances étaient faites de temps cristallisé, eurent des enfants fantômes qui existaient entre les secondes, des êtres de pure joie qui grandissaient et évoluaient selon les fluctuations de leur amour. Ils vieillirent ensemble, leurs cheveux blanchissant de sagesse, leurs rides se creusant d'expérience, puis redevinrent jeunes quand leur passion se ravivait. Cette expérience, bien qu'illusoire dans sa nature temporelle, était réelle dans ses émotions. Elle renforça leur certitude. Ils étaient faits l'un pour l'autre à travers toutes les temporalités possibles, dans toutes les versions possibles d'eux-mêmes. « Même si nous avions 1000 vies, » murmura Amélie, tandis qu'ils dansaient dans leur salon temporel pendant que leurs enfants fantômes jouaient autour d'eux, « même si nous avions l'éternité, ce ne serait pas assez pour contenir tout l'amour que je porte pour toi. » « Et pourtant, » répondit Lysander en la faisant tourner dans ses bras, « notre amour est déjà éternel. Il existe en dehors du temps, en dehors de l'espace, en dehors même de la réalité. C'est pour cela qu'il fait trembler les fondements du multivers. » Dans un bris, le monde des ombres protectrices, où régnait une pénombre veloutée, ils découvrirent la véritable nature de leur lien. Ce royaume de ténèbres bienveillantes était peuplé d'entités ombrageuses qui gardaient les rêves et les cauchemars des êtres vivants, transformant les peurs en courage et les tristesses en sagesse. Les ombres d'Umbris, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, n'étaient pas malveillantes. Elles ressemblaient à des silhouettes humaines faites de nuits liquides, aux contours fluides et aux yeux brillants comme des étoiles. Ces gardiens des songes accueillirent Amélie et Lysander dans leur cathédrale des rêves, un édifice architectural impossible fait de ténèbres solidifiées et de lumière noire. C'est là, au cœur de cette cathédrale onirique, que se produisit l'expérience la plus profonde de leur voyage, la fusion des âmes. Guidés par la grande ombre gardienne, leurs essences spirituelles se mélangèrent temporairement, leur permettant de voir à travers les yeux l'un de l'autre, de ressentir les émotions l'un de l'autre, de comprendre l'un l'autre avec une intimité absolue. Amélie découvrit alors la solitude cosmique que Lysander avait endurée pendant des millénaires. Elle ressentit le poids de son immortalité, la responsabilité écrasante de protéger tous les mondes, la mélancolie de celui qui existe en dehors du temps et de l'amour mortel. Mais surtout, elle comprit à quel point son apparition dans sa vie avait été comme un miracle, une lumière dans l'obscurité de son existence éternelle. Lysander, de son côté, vécut l'humanité d'Amélie dans toute sa beauté fragile. Il ressentit ses peurs d'enfant orpheline, ses espoirs de femme rêveuse, sa soif insatiable de mystère et d'aventure. Il comprit pourquoi elle avait été choisie.
Son cœur était assez grand pour contenir l'amour d'un être immortel, assez pur pour ne pas être corrompu par le pouvoir, assez fort pour affronter les dangers du multivers. Nous ne sommes pas seulement des âmes sœurs, réalisa Amélie, tandis que leurs essences dansaient ensemble dans la pénombre sacrée. Nous sommes des fragments d'une même âme primordiale, séparés au moment de la création et condamnés à se chercher à travers toutes les réalités. Et c'est exactement cela, confirma la grande ombre gardienne d'une voix qui résonnait comme l'écho de 1000 chuchotements. Votre amour ne menace pas l'équilibre du multivers. Il est l'équilibre du multivers. Vous êtes les deux faces d'une même médaille cosmique, l'immortalité et la mortalité, l'éternité et l'instant, la transcendance et l'humanité. Au cœur du multivers, dans la citadelle du Nexus où convergent toutes les réalités, Amélie et Lysander découvrirent une vérité qui bouleversa tout ce qu'ils croyaient savoir sur leur mission. Cette forteresse cosmique, construite dans un matériau qui semblait absorber et réfléchir simultanément la lumière de 1000 dimensions, s'élevait au centre d'un vide intersidéral où flottaient les débris de mondes détruits. Le Nexus était gardé par des sentinelles primordiales, des êtres si anciens qu'ils avaient assisté à la naissance du premier univers. Leur forme défait toute description. Ils étaient à la fois géométrie pure et chaos absolu, mathématiques vivantes et poésie incarnée. Quand ils parlaient, c'était l'univers lui-même qui s'exprimait. Amélie Dubois, Lysander des échos, résonna leur voix collective qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Vous cherchez le dévoreur de réalité, mais vous ne comprenez pas encore sa véritable nature. Ils guidèrent le couple vers le cœur de la citadelle, là où trônait un miroir cosmique d'une taille colossale. Ce miroir ne reflétait pas les apparences physiques, mais les vérités les plus profondes de l'âme. Quand Amélie et Lysander s'approchèrent, ils virent leurs reflets et comprirent. Le dévoreur de réalité n'était pas une entité externe, c'était la manifestation de leur propre amour impossible, un amour si puissant et si pur qu'il créait des fissures dans la structure même de la réalité. Chaque baiser qu'ils avaient échangé, chaque caresse qu'ils avaient partagée, chaque moment d'intimité qu'ils avaient vécu générait des ondes d'énergie qui fragilisaient les barrières entre les mondes. Notre amour, réalisa Amélie avec horreur, les larmes coulant comme des perles liquides sur ses joues pâles. Il est trop fort pour un seul univers. Il est en train de tout détruire. Dans le miroir, ils virent les conséquences de leur passion. Des mondes qui s'effritaient aux frontières de leur dimension, des créatures qui disparaissaient progressivement de l'existence, des réalités entières qui se mélangeaient et se dissolvaient dans un chaos primordial. Mais pourquoi ? Demanda Lysander, sa voix brisée par l'émotion. Pourquoi nos âmes ont-elles été créées pour s'aimer si cet amour doit détruire tout ce qui existe? Les sentinelles primordiales échangèrent des regards indéchiffrables avant de répondre. Parce que parfois, pour que quelque chose de nouveau et de plus beau puisse naître, l'ancien doit être détruit. Votre amour n'est pas une malédiction, c'est une renaissance cosmique. Mais cette renaissance ne peut avoir lieu que si l'un de vous consent au sacrifice ultime. Lysander comprit immédiatement. Il prit Amélie dans ses bras, respirant une dernière fois son parfum de fleurs terrestres et de mystère, gravant dans sa mémoire immortelle chaque détail de son visage adoré. « Je sais ce que je dois faire », murmura-t-il, sa voix tremblante de résolution et de chagrin. Je vais fusionner avec le dévoreur, transformer cette force destructrice en quelque chose de beau et de protecteur. Mais cela signifie que je ne pourrai plus exister sous cette forme. « Non !» cria Amélie, s'accrochant à lui avec désespoir. « Il doit y avoir une autre solution. Je ne peux pas te perdre, pas maintenant, pas après avoir enfin trouvé l'amour de ma vie. »« Mon amour, » dit Lysander en caressant tendrement son visage baigné de larmes, « ce n'est pas une fin. C'est une transformation. Notre amour est trop grand pour être contenu dans nos formes actuelles. Il doit devenir quelque chose de plus vaste, quelque chose qui puisse embrasser tous les mondes et tous les êtres.
Il l'embrassa une dernière fois, un baiser qui contenait toute l'intensité de leur amour, tous les moments magiques qu'ils avaient partagés, tous les espoirs et tous les rêves qu'ils avaient tissés ensemble. Ce baiser fut si passionné, si chargé d'émotions pures, qu'il illumina toute la citadelle d'une lumière dorée. « Souviens-toi de moi !» chuchota-t-il contre ses lèvres. « Et quand tu verras un acte de bonté dans ton monde, quand tu verras deux êtres qui s'aiment malgré les obstacles, quand tu verras quelqu'un tendre la main à un étranger, sache que c'est moi. Sache que notre amour vit dans chaque cœur qui choisit l'amour plutôt que la peur. » La bataille finale fut un spectacle d'une beauté terrifiante et transcendante. Au centre de la citadelle du Nexus, Lysander commença sa transformation. Son corps de lumière et de grâce se mit à rayonner d'une intensité croissante, attirant vers lui toutes les énergies destructrices que leur amour avait générées. Le dévoreur de réalité se matérialisa enfin sous sa forme véritable, une tempête cosmique de pure émotion, un tourbillon d'amour si intense qu'il en devenait terrifiant. C'était beau et effrayant à la fois, comme contempler la naissance d'une étoile ou la mort d'un univers. Amélie, même dans sa douleur, comprit son rôle dans cette transformation finale. Elle utilisa les fragments d'espoir qu'ils avaient rassemblés dans chaque monde pour créer un cercle de protection autour de Lysander, stabilisant son processus de métamorphose. Chaque fragment brillait d'une couleur différente, représentant l'espoir et l'amour qu'ils avaient découverts dans chaque dimension visitée. « Je t'aime !» cria-t-elle par-dessus le rugissement cosmique de la transformation. Je t'aime au-delà de la mort, au-delà du temps, au-delà de la réalité elle-même. Et moi, répondit la voix de Lysander, déjà transformée, déjà éthérée. Je t'aimerai dans chaque souffle du vent, dans chaque rayon de soleil, dans chaque battement de cœur amoureux qui résonnera dans l'infini des mondes. L'explosion finale fut silencieuse, mais d'une puissance inouïe. Lysander et le dévoreur fusionnèrent dans une apothéose de lumière pure, créant une onde d'énergie positive qui se répandit à travers toutes les dimensions du multivers. Cette onde n'était plus destructrice mais créatrice. Elle répara les fissures entre les mondes, restaura les réalités endommagées et insuffla dans chaque être vivant une parcelle de l'amour éternel qu'Amélie et Lysander avaient partagé. Le dévoreur de réalité était mort, et à sa place était né le gardien de l'amour universel, une force cosmique bienveillante qui veillerait pour l'éternité sur l'équilibre et l'harmonie du multivers. Lysander n'existait plus sous sa forme individuelle, mais son essence s'était répandue à travers toute la création, devenant la force même qui unit tous les êtres dans la compassion et l'acceptation. Amélie sentit le moment exact où la transformation s'acheva. Une partie de son cœur se brisa, mais simultanément, elle sentit s'éveiller en elle une connexion mystique avec tout l'univers. Elle pouvait percevoir l'essence de Lysander dans chaque manifestation de l'amour, dans chaque acte de générosité, dans chaque moment de tendresse partagé entre deux êtres. Les sentinelles primordiales s'approchèrent d'elle avec une révérence nouvelle. « Amélie Dubois », dirent-elles, « vous avez accompli l'impossible. Votre amour a sauvé le multivers, non pas en détruisant le mal, mais en le transformant en bien suprême. Vous êtes désormais la gardienne de la mémoire d'amour, chargée de préserver et de transmettre cette vérité fondamentale. L'amour véritable ne meurt jamais, il se transforme. » Le voyage de retour vers la terre se fit dans une mélancolie douce amère. Amélie traversa une dernière fois chacun des mondes qu'elle avait visités avec Lysander, et partout elle constata les effets miraculeux de leur sacrifice. À Aquatica, les habitants chantaient de nouveaux chants d'harmonie, leur mélodie cardiaque résonnant avec une paix jamais connue auparavant. Les créatures aquatiques lui offrirent un collier de perles qui contenait chacune un souvenir de son amour avec Lysander. À Méchanis, les automates avaient développé une capacité d'émotion inédite et ils sculptaient des roses mécaniques en l'honneur du couple légendaire.
Le maître inventeur de la cité offrit à Amélie une montre de gousset qui marquait non pas les heures, mais les moments d'amour partagés à travers le multivers. À Sylvanis, les arbres millénaires avaient créé une clairière sacrée en forme de cœur, où poussaient des fleurs qui n'existaient dans aucun autre monde. Des lysanders, des fleurs d'argent qui brillaient éternellement de leur propre lumière. À Cristallis, un nouveau cristal était apparu au centre du temple. Le cristal du sacrifice d'amour, qui conservait pour l'éternité l'image de leur dernier baiser et qui accordait à ceux qui le contemplaient la capacité de ressentir l'amour véritable. À Aéthéris, même le conseil suprême des gardiens avait changé. Les êtres de lumière pure avaient développé une compréhension nouvelle de l'amour, et ils créèrent une nouvelle constellation, les amants éternels, visibles depuis toutes les dimensions. À Temporis, les chronarchiers avaient préservé la bulle temporelle où Amélie et Lysander avaient vécu leur vie idyllique, la transformant en un sanctuaire du temps où les couples de tous les mondes pourraient venir puiser l'inspiration pour leur propre amour. À Umbris, les ombres gardiennes veillaient désormais sur les rêves d'amour de tous les êtres, transformant les cauchemars de solitude en songes de connexion et de tendresse. Quand elle franchit enfin le portail de retour vers la Bibliothèque nationale de Paris, Amélie était transformée. Elle n'était plus la simple archéologue curieuse qui avait ouvert un manuscrit mystérieux. Elle était devenue la dépositaire d'un amour cosmique, la gardienne d'une vérité qui transcendait les frontières de la réalité. La bibliothèque lui parut étrangement silencieuse et terne après les merveilles du multivers. Amélie s'assit à sa table de travail, le manuscrit fermé devant elle, et pour la première fois depuis son retour, elle laissa couler ses larmes. Elle pleura l'amour perdu, l'homme extraordinaire qui avait sacrifié son existence pour sauver tous les mondes, la vie normale qu'elle ne pourrait plus jamais avoir. Mais ses larmes furent de courte durée, car soudain, elle sentit une caresse familière sur ses cheveux, un parfum de fleurs de lune et d'ozone après l'orage, et quand elle leva les yeux, elle vit Lysander. Physiquement, bien sûr, mais sa présence était là, dans les rayons de soleil qui dansaient sur les pages anciennes, dans la brise douce qui soulevait ses cheveux, dans la chaleur qui emplissait soudain son cœur. Il lui apparut comme une silhouette translucide, faite de lumière et d'amour, souriant de ce sourire tendre qui avait fait battre son cœur pour la première fois. « Mon amour !» chuchota-t-il d'une voix qui résonnait à la fois dans l'air et dans son âme, « ne pleure pas, regarde autour de toi, vois-tu comme le monde a changé ?» Et effectivement, Amélie commença à percevoir des changements subtils mais réels. Les étudiants dans la bibliothèque se souriaient plus facilement, les bibliothécaires aidaient les visiteurs avec plus de patience, et même l'air semblait chargé d'une bienveillance nouvelle. Notre amour n'est pas mort, Amélie. Il est devenu immortel. Il vit maintenant dans chaque cœur qui s'ouvre, dans chaque main qui se tend, dans chaque âme qui choisit l'amour plutôt que la peur. Tu le sens, n'est-ce pas? Amélie acquiesça, souriant à travers ses larmes. Elle comprenait maintenant sa vraie mission. Le manuscrit se rouvrit tout seul, ses pages brillant d'une lumière douce, et de nouvelles phrases apparurent, écrites dans la calligraphie argentée qu'elle connaissait si bien. Raconte notre histoire, mon amour. Partage avec le monde la vérité que nous avons découverte. L'amour véritable ne connaît ni frontières, ni fin. Il traverse les mondes, transcende la mort, et devient la force qui unit l'univers entier. Montre aux gens que chaque acte de kindness est une manifestation de notre amour éternel. Amélie prit sa plume et commença à écrire. Elle raconta leur rencontre magique, leur voyage à travers les dimensions, leur amour impossible devenu force cosmique. Elle écrivit sur les leçons apprises dans chaque monde, que la diversité est une richesse, que la différence doit être célébrée, que l'amour véritable exige parfois les plus grands sacrifices. Ces écrits furent publiés d'abord comme des nouvelles fantastiques, puis comme des romans, enfin comme des témoignages philosophiques qui touchèrent des millions de cœurs. Les lecteurs de tous âges et de toute culture trouvaient dans son histoire un écho à leurs propres aspirations d'amour et de connexion universelle.
Amélie devint une conférencière recherchée, voyageant à travers le monde pour partager son message. Partout où elle allait, elle sentait la présence aimante de Lysander. Il était dans l'applaudissement spontané d'un public ému, dans le sourire d'un enfant qui découvrait la magie des histoires d'amour, dans la main tendue d'un étranger vers un autre étranger. Les années passèrent, et Amélie vieillit avec grâce, ses cheveux devenant argentés comme ceux de son amour perdu, ses yeux gardant cette lumière particulière de ceux qui ont vu au-delà du voile de la réalité ordinaire. Elle ne se maria jamais, car comment aurait-elle pu aimer un autre homme après avoir connu l'amour cosmique absolu? Mais elle ne fut jamais seule. Lysander était toujours là, dans chaque coucher de soleil qu'elle contemplait, dans chaque étoile qu'elle observait depuis sa fenêtre, dans chaque battement de son cœur qui continuait à chanter leur chanson d'amour éternel. Sur sa table de travail brillaient doucement les souvenirs tangibles de leur aventure, le cristal d'Aquatica en forme de cœur qui pulsait au rythme de son amour, la rose mécanique de Mécanis qui s'ouvrait chaque matin et se refermait chaque soir, une feuille argentée de Sylvanis qui ne flétrissait jamais, un petit fragment de cristal de Cristallis qui projetait des arcs-en-ciel quand la lumière le touchait. Mais surtout, dans son cœur pulsait une certitude inébranlable. Quelque part, dans l'infini des dimensions, leur amour continuait à danser, éternel et lumineux, source intarissable de beauté et d'espoir pour tous les êtres de tous les mondes. Le manuscrit originel se referma définitivement sur ces mots, gravés en lettres d'or qui brillaient d'une lumière éternelle. L'amour véritable ne connaît ni frontières ni fin. Il traverse les mondes, transcende la mort et devient la force qui unit l'univers entier. Car aimer vraiment, c'est offrir son cœur à l'infini et découvrir que l'infini vous le rend au centuple. Amélie, désormais âgée de 78 ans, se promenait dans le jardin du Luxembourg à Paris par un après-midi d'automne doré. Ses pas la menèrent vers un banc qu'elle aimait particulièrement, face au bassin où naviguaient les petits bateaux d'enfants. Assise là, regardant les familles heureuses, les couples d'amoureux, les enfants qui riaient, elle sourit en reconnaissant dans chaque interaction la trace de l'amour cosmique qu'elle et Lysander avaient libéré. Un grand-père qui aidait son petit-fils à faire naviguer son bateau, une mère qui consolait sa fille, qui pleurait, deux adolescents qui se tenaient timidement la main pour la première fois. Partout, l'amour de Lysander continuait à œuvrer. « Tu vois ?» murmura-t-elle vers le ciel, où les nuages dessinaient des formes qui lui rappelaient les aurores boréales d'Éthéris. « Tu vois comme notre amour a embelli le monde ?» Le vent lui apporta une réponse, comme un chuchotement cosmique qui n'appartenait qu'à elle. Et ce n'est que le commencement, mon éternel amour. Notre histoire continue à s'écrire dans chaque cœur qui choisit d'aimer. Elle se perpétuera tant qu'existera un seul être capable de rêver d'amour véritable. Amélie ferma les yeux et sourit. Quelque part dans son cœur, elle savait que quand viendrait son heure de quitter ce monde, elle retrouverait Lysander dans une dimension où ils pourraient s'aimer librement pour l'éternité, où leur amour ne menacerait plus aucun équilibre cosmique, parce qu'il serait l'équilibre cosmique. En attendant, elle continuerait sa mission, répandre l'amour, raconter leur histoire, rappeler au monde que les plus beaux miracles naissent toujours de la rencontre entre deux âmes qui choisissent de s'aimer contre vents et marées, au-delà de toute logique, au-delà même de la mort. Car l'amour véritable, elle le savait maintenant, est la seule force de l'univers qui grandit en se partageant, qui se multiplie en se donnant et qui devient éternel en acceptant de se transformer. Et ils vécurent heureux à jamais, dans chaque battement de cœur amoureux, dans chaque regard tendre échangé, dans chaque âme qui choisit d'aimer malgré tout, dans chaque histoire d'amour qui commence par ces mots magiques. Il était une fois.